Bonjour à tous. Nous sommes le samedi 28 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Sayed Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. Beaucoup de gens veulent savoir ce qui se passe en ce moment en Iran. Hier, nous avons assisté à une énorme escalade de la part des États-Unis. Ils ont attaqué plusieurs installations énergétiques en Iran, y compris des centrales nucléaires et le site de production d'eau lourde dans la ville d'Arak. Que se passe-t-il, professeur? Que s'est-il exactement passé hier? Eh bien, vous avez raison. Ils ont frappé des infrastructures clés. Les Iraniens avaient déjà averti au préalable que si de telles frappes étaient menées, la riposte serait très sévère. Ils ont maintenant déclaré qu'ils frapperaient des infrastructures clés en Palestine occupée, ainsi que dans les 5 régimes du Golfe Persique. Tout simplement parce que ces 5 régimes font partie de la guerre. Sans eux, les États-Unis ne peuvent pas mener cette guerre. Sans leur espace aérien, leurs terres, leurs bases et l'accès à leurs ports, cette guerre est impossible. Et ils la financent même. Ces 3 pays, les Émirats, l'Arabie saoudite et le Qatar, en assurent le financement. Ainsi, en raison de cette situation, les Iraniens estiment que lorsque ces pays parlent de leur neutralité, ils insultent l'intelligence du peuple iranien. La destruction d'infrastructures clés et d'actifs industriels majeurs dans ces pays a déjà commencé, et elle se poursuivra jusqu'à ce que les Iraniens avaient annoncé auparavant soit pleinement réalisé. Et il faut se souvenir que cela s'est déjà produit. Les Iraniens avaient averti le régime américain que s'il frappait les infrastructures essentielles de l'Iran, il y aurait de lourdes représailles. Et le régime israélien l'a fait. Il a frappé le champ gazier de South Pars. Et ensuite, l'Iran a détruit une grande partie des installations gazières du Qatar, de ses infrastructures de production de GNL, ainsi que des actifs clés aux Émirats et en Arabie saoudite. Donc, lorsque l'Iran profère ces menaces, c'est très sérieux. Si cela continue, l'Iran poursuivra dans cette voie. Et en fin de compte, si nous empruntons cette route, si les Israéliens insistent, cela mènera à la destruction totale des ressources pétrolières et gazières dans tout le Golfe Persique. Ensuite, même s'il y a un accord plus tard, il n'y aura plus de gaz, plus de pétrole, ni de pétroliers. En somme, ce que fait le régime israélien, c'est sacrifier le monde entier, toute l'économie mondiale. Et Trump, étant l'homme obéissant qu'il est, même si l'on nous dit qu'il cherche une porte de sortie, semble simplement ne pas avoir l'autorité ni l'influence nécessaires pour y mettre fin. Il obéit aux sionistes et au régime de Tel Aviv. Il a dit 48 heures d'ultimatum, puis 5 jours, puis 10 jours. Et 10 jours, ce serait le 6 avril. Mais ils ont attaqué des infrastructures iraniennes, des installations énergétiques à l'intérieur de l'Iran. Donald Trump avait dit « Nous n'allons pas attaquer ce type d'installation, car il les considérait comme importantes. » Mais en ce moment, ils font exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas. Quelle est votre compréhension de la situation? Parce que c'est très important. Quelle est la stratégie du côté iranien en ce moment? Et comment l'Iran réagirait-il à l'escalade que les États-Unis sont en train de provoquer? Eh bien, l'Iran a déjà déclaré, comme je l'ai souligné, qu'il allait réagir sévèrement. Il va frapper plus fort. Quoi qu'on ait frappé en Iran, l'Iran va riposter au double, au triple, au quadruple, probablement pas seulement au double, mais davantage. Mais cela mis à part, cela montre simplement, Nima, que l'Iran ne peut pas avoir de cessez-le-feu avec les États-Unis. C'est juste une autre preuve de cela. Nous avions un accord avec les États-Unis, l'accord nucléaire de 2015 avec le P5+1, et les États-Unis en faisaient partie.
Ce n'était pas un excellent accord pour l'Iran, c'était un excellent accord pour les États-Unis. Trump a déchiré l'accord. Et ensuite, même après cela, pendant sa deuxième présidence, nous négocions avec Trump. Et il est devenu clair il y a 9 mois qu'il conspirait contre nous pendant ces négociations. Et encore une fois, avant cette guerre, c'était la même chose. En ce moment, il dit qu'il ne va pas attaquer les infrastructures, mais ils le font. Cela montre donc que la signature de Trump, ses promesses, ne valent absolument rien. Elles sont sans valeur. Ses paroles ne valent rien. Et par conséquent, pour que cette guerre prenne fin, l'Iran dit que les conditions sur le terrain doivent changer. Les conditions doivent changer de manière à garantir que l'Iran ne soit plus attaqué à l'avenir. Nous ne pouvons pas avoir un cessez-le-feu où le régime américain et le régime israélien retournent à la planche à dessin, se réorganisent, se réarment et frappent à nouveau dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 1 an et demi, ou dans 2 ans. Ce n'est pas acceptable. Les 5 exigences iraniennes sont tout à fait raisonnables, et l'Iran n'en abandonnera aucune. Nous exigerons des réparations, et nous obtiendrons ces réparations. Ces dictatures familiales arabes du Golfe Persique sont totalement complices. Elles ont tué de nombreux Iraniens, et elles devront en payer le prix. Chaque centime qu'elles doivent à l'Iran, l'Iran le leur prendra. Cela ne fait aucun doute. De plus, la souveraineté de l'Iran doit être respectée. Les droits de l'Iran, en tant que pays souverain, doivent être respectés. Et la sécurité des alliés de l'Iran dans toute la région doit également être respectée. Par conséquent, un cessez-le-feu est tout simplement hors de question. Personne en Iran n'acceptera un cessez-le-feu, car nous savons que si nous en acceptons un, ils reprendront la guerre. Comment voyez-vous cela, professeur Marandi? La manière dont l'Arabie saoudite agit. Parce que Fox News vient d'annoncer que l'Arabie saoudite allait rejoindre le combat. Ils essayent de provoquer quelque chose aux États-Unis, mais après tout, étaient-ils, je parle des États arabes du Golfe Persique, impliqués dans la guerre jusqu'à présent? Et dans quelle mesure? Eh bien, s'ils entrent en guerre, ils seront immédiatement anéantis. Souviens-toi, aucun de ces pays ne possède quoi que ce soit en dehors de ses ressources énergétiques. Le fondement même de leur existence repose sur le pétrole et le gaz naturel. Et presque tous leurs principaux atouts. Le long du Golfe Persique, ils peuvent tous être facilement détruits s'ils entrent directement en guerre. Ensuite, tout devient, comme on dit, un jeu équitable. Tout sera détruit, et ces régimes s'effondreront. Je ne pense pas qu'ils aient le moindre doute à ce sujet. Si le régime saoudien, et je suis sûr que vous avez vu comment Trump a humilié Mohammed Ben Salman il y a seulement quelques heures, en disant qu'il devait l'embrasser, vous savez, là où je pense. S'ils avaient un peu de dignité et d'honneur, ils prendraient leur distance avec les États-Unis. S'ils avaient un peu de dignité et d'honneur, ils se distancieraient du projet du Grand Israël. Car après tout, le territoire saoudien est quelque chose que le régime israélien convoite. Et l'ambassadeur des États-Unis en Palestine occupée l'a reconnu en déclarant que les États-Unis soutiendraient cela. Il n'aurait aucun problème avec cette idée. Alors, au lieu de se rapprocher de Trump, qui parle de leurs dirigeants de manière aussi humiliante, tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire « les Américains doivent quitter notre territoire ». Ils ne peuvent pas utiliser notre espace aérien et ils ne peuvent pas utiliser nos bases. Nous ne pouvons avoir qu'une relation normale, comme les autres pays. Si cela se produisait, une grande partie du problème serait immédiatement résolue. Mais ils n'en ont pas la capacité. Ce sont des régimes sous tutelle des États-Unis. C'est ainsi qu'ils restent au pouvoir, par leur obéissance aux États-Unis. Enfin, nous avons vu le Yémen rejoindre le combat.
À votre avis, qu'est-ce qui est important dans le fait que le Yémen rejoigne le combat? Et allons-nous voir le Bab el-Mandeb, vous savez, la mer Rouge, être d'une certaine manière géré comme l'Iran gère le détroit d'Ormuz? Oui, je pense qu'en fin de compte, c'est bien la direction que nous prenons. Souvenez-vous, l'axe de la résistance n'a pas intensifié le conflit. Nous n'avons pas commencé cette guerre. L'Iran n'a pas commencé cette guerre. Et nous ne faisons qu'escalader en réponse à une escalade. Mais lorsqu'ils intensifient, l'Iran frappe beaucoup plus fort, comme nous l'avons vu avec les frappes sur les installations gazières du Qatar et sur les infrastructures pétrolières et gazières saoudiennes et émiraties. À présent, le Yémen entre dans le combat, mais même leur implication se fait par étapes. Cela pourrait devenir très grave. Les forces terrestres du Yémen sont immenses. Elles peuvent facilement submerger une grande partie de l'Arabie saoudite. Tout comme la résistance irakienne pourrait facilement prendre le Koweït et libérer le nord de l'Irak. Et ils peuvent aller plus loin que le Koweït, au-delà du Koweït, jusqu'à l'Arabie saoudite, au sud. Les États-Unis poussent à une escalade qui ne pourra que très mal se terminer pour eux et mal pour le monde. Ce que nous voyons actuellement est déjà suffisamment grave. Et Israël ne se soucie pas du monde. Le régime israélien ne se préoccupe pas de l'économie de l'Inde, ni de celle de l'Allemagne, de l'Argentine ou du Nigeria. Ils ne se soucient de personne. Ils sont donc tout à fait disposés à sacrifier les intérêts des États-Unis et du reste du monde pour leur propre compte. Et c'est précisément pour cette raison que Trump agit contre les intérêts de son propre peuple et contre ceux de la communauté internationale, parce qu'il obéit à Israël. Maintenant, pourquoi en est-il ainsi? Est-ce parce qu'ils ont des images compromettantes de lui avec de jeunes filles? Est-ce à cause des personnes qui l'entourent? Est-ce à cause du lobby et de l'argent qu'ils lui ont donné? Ou est-ce une combinaison de plusieurs facteurs? Qui sait? Mais au bout du compte, il est clair que les États-Unis sont dans l'impasse, et la situation ne fera qu'empirer s'ils lancent ce soir une attaque contre l'Iran, une attaque terrestre, ce qui est tout à fait possible. La riposte iranienne sera massive. Elle échouera finalement. Ils devront partir, tôt ou tard. Ils vont se retrouver empêtrés dans un bourbier. Mais s'ils attaquent, cela ne fera qu'aggraver la situation, de plus en plus et plus rapidement que ce que nous connaissons aujourd'hui. L'Iran n'a d'autre choix que de poursuivre la voie qu'il suit, car l'Iran est la victime. L'Iran se défend. Et les pays du Golfe Persique, qui exportent du pétrole et du gaz, ils sont tous complices. Le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn, le Koweït, ils font tous partie de cette guerre. L'Iran n'a donc pas d'autre option que de traiter ces pays, le régime de Washington et le régime de Tel Aviv, de la manière dont il le fait. Sinon, ils tenteront de saper la souveraineté de l'Iran. Et l'existence même de l'Iran est visée par les sionistes. Je pense que l'un des principaux messages, l'un des points essentiels, a été mentionné par le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Il a déclaré que nous devions mettre fin à ce cycle de guerre, de cessez-le-feu, de guerre. Comment cela pourrait-il être réalisable? Est-ce que cela va? Parce que 2 des 15 points proposés par les États-Unis à la partie iranienne, l'un concerne la limitation du programme de missiles balistiques iranien et l'autre, le programme nucléaire iranien. Y a-t-il quelque chose dans ces points qui pourrait être réalisable, compte tenu de ces 2 questions? Non, pas du tout, rien. Nima, il y a 2 choses que les Américains sont tout simplement incapables de comprendre. Cela dépasse leur capacité mentale. La première, c'est que la République islamique d'Iran est farouchement indépendante, fondée sur les valeurs de la Révolution,
son héritage civilisationnel, son idéologie religieuse et en particulier la notion chiite de résistance, de résilience, de lutte contre l'oppresseur et de soutien aux opprimés. C'est cela qui rend l'Iran très fort et très capable de se protéger et de tenir tête à une puissance bien plus grande, c'est-à-dire les États-Unis, l'Occident collectif et ses alliés régionaux. La seconde, c'est qu'en raison de cette indépendance, l'Iran prend ses propres décisions à Téhéran. Il n'achète pas de F-35 ni d'autres armes américaines simplement parce que les États-Unis l'exigent. À la place, il a développé ses propres capacités nationales. Il a construit des villes de missiles, des villes de drones et des usines pour les produire et les améliorer, renforçant ainsi la capacité technologique de l'Iran. Il a également investi dans ses universités. C'est pourquoi, ces derniers jours, les États-Unis et le régime israélien ont commencé à bombarder des campus universitaires iraniens à Téhéran et à Ispahan. Et ils continueront probablement. Mais ils ne peuvent pas enlever le savoir. Les Iraniens sont instruits, intelligents, et ils reconstruiront mieux qu'avant. L'Iran est indépendant. Aucun autre pays de cette région ne ressemble à l'Iran. Vous avez cette résilience et vous avez ce sens de l'indépendance. L'Iran a développé ses capacités, nous les avons. Ils disaient que cette guerre se terminerait en 2 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont sous-estimé la résilience de l'Iran. Puis après 3 ou 4 jours, ils ont affirmé que l'Iran commençait à manquer de missiles et de drones. Encore une fois, parce qu'ils ont sous-estimé les capacités de l'Iran. Et c'est cela qui mènera à leur défaite finale dans cette guerre. Si Trump est assez intelligent pour trouver une issue et surmonter les obstacles sionistes, les dégâts seront moindres. Plus il s'entêtera, plus les dégâts seront importants, et cela se produira beaucoup plus rapidement. Le choix revient donc à Washington. Mais Washington ne se soucie pas des intérêts des États-Unis. Il se soucie des intérêts du régime israélien. Nous devrons voir, à mesure que la pression monte dans le monde entier, car tout le monde blâme le régime israélien. Tout le monde sait qu'il est derrière tout cela. Il blâme Washington parce que tout le monde sait qu'il est également derrière tout cela. Ainsi, tant aux États-Unis qu'à travers le monde, à mesure que la pression augmente et que l'économie mondiale en souffre, nous devrons voir si l'arrogance du sionisme sera contrainte de mettre fin à cette agression, ou si elle s'entêtera et rendra la catastrophe encore pire qu'elle ne l'est déjà. Je pense qu'une partie de l'équation concerne ce qui se passe en Israël. Il semble qu'en Israël, le chef de Tsahal ait déclaré que l'armée s'effondrait de l'intérieur. Ils ont beaucoup de problèmes sur ce front avec le Liban. Et nous savons que le Hezbollah a connu une sorte de grand retour quand on regarde ce qu'il fait en ce moment. Ils frappent le centre d'Israël, le sud d'Israël. Ils combattent sur le champ de bataille, détruisant des chars israéliens. Comment voyez-vous la combinaison de ce que fait le Hezbollah? Et en ce moment, nous avons, vous savez, le Hezbollah en Irak et les Houthis, les Yéménites, qui rejoignent le combat. Nima, tu sais, en Occident, chaque fois que ces journalistes me parlent, ces journalistes des grands médias ou ces experts de think tank, ils me contactent et me posent des questions. Je leur explique les choses, parfois dans leurs émissions de télévision ou de radio, et ils veulent toujours croire qu'il s'agit de propagande. Depuis des années, nous disons, et les preuves sont là, dans ton émission et ailleurs, que s'ils attaquent l'Iran, ils échoueront et provoqueront une crise énergétique mondiale, exactement comme je le dis depuis des années, et exactement comme d'autres sur ton émission le disent aussi. Chaque fois qu'ils me disaient que le Hezbollah avait été affaibli, je répondais toujours, le Hezbollah n'est pas affaibli.
C'est une force très puissante qui se réarme et se prépare pour l'avenir. Elle a beaucoup appris sur la technologie israélienne. Les Israéliens se préparaient depuis 18 ans à cette guerre, et le Hezbollah ne contrôle pas le Liban. Le Liban est rempli d'ennemis du Hezbollah. Et bien sûr, Al-Qaïda, un outil des États-Unis, se trouve maintenant en Syrie. Malgré cela, ils se sont préparés, et exactement ce que nous savions qui arriverait est arrivé. Ils se comportent de manière extraordinaire. Le Yémen, qui a vaincu les États-Unis dans une autre guerre il y a un an, est aujourd'hui bien plus préparé à la guerre qu'il ne l'était alors. Et la résistance en Irak ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. L'escalade n'a pas encore beaucoup progressé sur l'échelle de l'escalade. Ainsi, l'Occident sous-estime toujours. Ils croient toujours à leur propre propagande, tout comme à leur propagande sur l'Iran. Ils répètent sans cesse que l'Iran est faible, que l'Iran est impopulaire. Le régime, tu sais, quand on entend toujours le régime, ils adorent appeler l'Iran un régime. Qu'ils continuent, ça ne nous dérange pas. Ils continuent de dire qu'il est impopulaire. Ils croient à leur propre propagande, selon laquelle le régime tuerait des dizaines de milliers de ses citoyens dans les rues et autres absurdités du genre. Ce sont eux les responsables, car ce sont eux qui ont créé ces groupes terroristes et ces rébellions armées menant au meurtre de personnes innocentes. Mais ils essayent d'en faire porter la faute à l'Iran. Leurs médias répètent tout ce qu'ils disent, car les médias ne sont ni ouverts ni libres. Ils appartiennent à la classe Epstein, tout comme les régimes leur appartiennent. Mais le problème, c'est qu'ils croient à leur propre propagande, et donc ils sous-estiment. Ils croient à leur propagande selon laquelle le Hezbollah est fini. Ils croient à leur propagande selon laquelle, en Irak, ils contrôlent la situation, que les Irakiens détestent l'Iran. Et ils croient à leur propagande à propos du Yémen. En conséquence, ils ne font qu'aggraver leur propre situation, car ils élaborent des politiques fondées sur leur propre propagande. Puis ils se heurtent à un mur. Et ensuite, ils se demandent pourquoi cela n'a pas fonctionné. Ils ne pensent pas que leurs propres estimations, leurs propres analyses étaient profondément erronées. C'est pourquoi, lorsqu'ils élaborent de nouvelles politiques, elles reposent encore sur le même modèle de propagande, la propagande qu'ils produisent eux-mêmes à travers leur propre système. Voilà où nous en sommes. Le Hezbollah bombarde le régime israélien. Et souvenez-vous, le Hezbollah est le grand héros de ces 2 dernières années et demie. Ils ont fait et continuent de faire des sacrifices. Aujourd'hui encore, le régime israélien assassine des journalistes, cible des journalistes. Ils ont tué des secouristes. Et bien sûr, l'Occident s'en moque, car il est contrôlé par la classe Epstein, les médias occidentaux. Ils tuent des femmes et des enfants. Ils bombardent des maisons. Et les médias occidentaux appellent cela des bastions du Hezbollah, afin que les gens ne se rendent pas compte qu'il s'agit simplement d'immeubles d'habitation qu'ils bombardent et détruisent. Le Hezbollah a fait tous ces sacrifices parce qu'il voulait empêcher le régime israélien de massacrer les enfants de Gaza. Les sacrifices du Hezbollah et de la résistance ont été faits pour les enfants de Gaza. L'histoire retiendra le Hezbollah comme la force la plus humaine et la plus prête au sacrifice sur cette planète. Et bien sûr, il en va de même pour Ansar Allah au Yémen, pour la résistance en Irak et pour le peuple iranien. La résilience du peuple iranien est extraordinaire. De jeunes adolescents, des filles, des garçons, se tenant dans les rues alors que des missiles sont tirés sur eux, sur leurs manifestations par cette coalition Epstein. Mais ils ne fuient pas, ils ne paniquent pas, ils tiennent bon. Ils sont extraordinaires. Mais le Hezbollah, en raison du fait qu'il partage une frontière avec la Palestine occupée, a subi les attaques les plus féroces de toutes, et ils en sortiront victorieux. La région et le monde devront apprendre ce qu'est le Hezbollah.
Pourquoi ils sont si résilients? Pourquoi ils sont si efficaces pour résister à la domination occidentale, à l'impérialisme occidental et à la brutalité du sionisme? Hier, nous avons entendu le directeur de l'AIEA, Grossi. Il a déclaré que la seule façon de détruire le programme nucléaire iranien serait de les frapper avec des armes nucléaires, des bombes atomiques. Le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi aux propos de Grossi. Professeur Marandi, je pense que beaucoup de gens, en Iran comme à l'étranger, ont été préoccupés par ce genre de discours. Ce n'est pas Benjamin Netanyahou ou Ben Gurion qui le dit. C'est le directeur de l'AIEA, pour le dire ainsi. C'est extrêmement dangereux, la manière dont ils en parlent. C'est un agent sans vergogne, un représentant sans scrupules des États-Unis. C'est un inconnu. La seule raison pour laquelle il dirige l'organisation, c'est parce qu'ils veulent qu'il soit là. Et lui, il veut être soutenu par les États-Unis et d'autres, par les puissances affiliées aux États-Unis à l'avenir. De telles déclarations sont honteuses. Mais nous parlons de la classe Epstein. Nous parlons d'une force génocidaire qui fait des choses à des bébés et à de petites filles. Et bien sûr, ils bombardent des enfants. La première chose que les États-Unis ont faite dans la guerre contre l'Iran a été de bombarder une école primaire pour filles. Quiconque dit que c'était un accident ne sait pas de quoi il parle. C'était la première attaque du premier jour. Toutes les cibles initiales, la première série de cibles, avaient été soigneusement vérifiées. Ils ont eu des semaines, voire des mois, pour examiner ces cibles. Cette école existait depuis des années. Certains des enfants qui y étaient scolarisés étaient les fils et filles d'officiers de l'installation navale voisine. Ils voulaient leur donner une leçon. Si une école avait été visée 3 semaines plus tard par un officier, je pourrais imaginer qu'il soit plausible que dans la précipitation à trouver de nouvelles cibles, une erreur ait été commise. Plausible, mais pas probable. Mais que cela se produise dès le premier jour, impossible. C'est impossible. Tout comme lorsqu'ils ont visé le bureau du dirigeant, c'était très bien planifié. Ils ont pris l'école pour cible, c'était très bien planifié. Et c'était une attaque en double frappe. Ils ont mené de nombreuses attaques de ce type. Beaucoup. Ce sont des monstres. Les pilotes américains sont des monstres sinistres, tout comme les monstres sinistres de l'armée de l'air israélienne. C'est la même chose. Ce sont des gens malfaisants. Les forces armées américaines sont une force satanique, une force profondément satanique. J'ai d'ailleurs publié une des attaques en double frappe, et je pense que d'autres, beaucoup d'autres, l'ont fait aussi. La femme qui a survécu à la première attaque, puis ils ont frappé de nouveau, je pense que vous l'avez peut-être vu quand elle dit « Bref, cette école était le... » C'était la victime d'une attaque en 2 temps. On peut trouver l'adresse de l'école sur n'importe quelle application, étrangère ou iranienne. Voilà donc à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à la classe Epstein. Alors, que peut-on attendre d'autre de quelqu'un comme le chef de l'AIEA? Et bien sûr, au final, s'il pousse dans cette direction, le monde entier se dirigera vers le développement d'armes nucléaires. Tout le monde le fera, car tout le monde saura que la seule façon de rester en sécurité est de posséder des armes nucléaires. Pas seulement l'Iran, tout le monde. Et cela signifierait, cela pousserait le monde vers la destruction, une destruction totale, parce que tous les pays qui en ont la capacité, et beaucoup l'auront grâce à l'IA et aux nouvelles technologies, chaque année, ce sera plus facile. On peut donc imaginer des pays de notre région et de la majorité mondiale commencer à développer des armes nucléaires. Et ensuite, elles seront utilisées. Ainsi,
La folie du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, je pense, est évidente pour tout le monde. Et la raison derrière cela, la classe Epstein. Professeur Sayed Marandi, que se passe-t-il entre l'Iran et le Qatar? Parce que depuis le début de cette guerre, nous avons vu que l'Iran a pendant quelques jours décidé de ne pas attaquer ni frapper de cible au Qatar. Que se passe-t-il entre les deux? Eh bien, je ne connais pas les détails, mais le Qatar est très coupable de crimes contre le peuple iranien. Le CENTCOM était basé au Qatar. C'est depuis le Qatar que les drones ont décollé pour assassiner le général Soleimani. Le Qatar était derrière le projet américano-sioniste de l'État islamique et d'Al-Qaïda, aux côtés d'Erdogan et d'autres, Abdullah en Jordanie et ainsi de suite. Mais le Qatar en était la force financière, et le Qatar, bien sûr. Ils ont été très impliqués dans le génocide au Yémen, la guerre génocidaire, les deux guerres génocidaires, la première et la seconde menées par les Américains. Lors de la première, ils en faisaient partie. J'ai en fait défendu le Yémen sur Al Jazeera dans une émission appelée Inside Story, à 2 reprises. Et ensuite, j'ai été banni d'Al Jazeera pendant quelques années, comme pour la Syrie. Après plusieurs invitations à discuter de la Syrie, ils m'ont interdit d'antenne sur Al Jazeera English. La même chose s'est produite après la guerre génocidaire au Yémen. Mais ensuite, lorsque les Saoudiens et les Émiratis ont pris pour cible le Qatar et que celui-ci s'est détourné de ce génocide, aux côtés de la Turquie, où, comme vous le savez, Erdogan soutenait également la guerre génocidaire contre le Yémen, ils ont changé de position. Et là encore, ils m'ont invité. Voilà comment fonctionne le Qatar. Ils vont et viennent. Ils changent de politique. Après qu'ils ont été punis par l'Iran, lorsque la coalition du régime américano-israélien a bombardé les infrastructures gazières iraniennes, l'Iran a frappé le Qatar très durement. Encore une fois, je spécule ici. Je spécule. Après quelques jours de crise émotionnelle à Doha, je pense qu'ils ont commencé à réfléchir et à se dire « cela ne va pas bien se terminer pour nous. L'Iran ne sera pas vaincu. » Et peut-être, je suppose, qu'ils essaient maintenant d'être plus sérieux quant à la fin de cette guerre. Les Saoudiens et les Émiratis, eux, ont choisi l'autre camp. Ils s'enracinent de plus en plus dans cette politique consistant à tuer des Iraniens, et ils subiront bien sûr d'immenses conséquences si cela continue. Je ne connais pas l'histoire qui se joue en coulisses. Des discussions et ainsi de suite. Mais il semble qu'il y ait un changement dans la propagande provenant d'Al Jazeera et des nombreux autres médias qataris. Et cela indique probablement que d'autres problèmes se déroulent en coulisses. Il existe 2 voies différentes pour les États arabes du Golfe Persique. L'une consiste à se rapprocher de l'Iran ou à parvenir à une forme d'entente avec les Iraniens en matière de sécurité régionale. L'autre consiste à se rapprocher des États-Unis, comme l'a dit Donald Trump, avec MBS qui en gros flatte Trump sans retenue. Vous savez, il n'y a pas vraiment d'autre option pour eux en ce moment, professeur Marandi. À long terme, si vous êtes un joueur avisé, comme on l'a vu avec le résultat en Ukraine, tout le monde peut constater ce qui s'y est passé. Et ce qui m'étonne, c'est de voir Zelensky se rendre dans ces pays pour chercher de l'aide. Il faut être vraiment désespéré. Et vous demandez de l'aide à Zelensky, qui est d'une certaine manière au bord de l'effondrement total et en train de perdre le pays. Mais après tout, professeur Marandi, vous voyez ces pays à long terme comprendre ce qui se passe. Parce qu'après tout, nous supposons que, corrigez-moi si je me trompe, l'Iran contrôlerait le détroit d'Ormuz,
il ne sera plus librement accessible à ces pays. Ils doivent donc parvenir à une sorte d'entente mutuelle entre les deux parties, les Iraniens et les États arabes. Est-ce que cela va se produire, ou pensez-vous qu'ils vont se rapprocher de Zelensky et de Donald Trump? Ce qui, nous le savons, ne se terminerait pas bien pour eux s'ils prenaient cette direction. Tu sais, c'est intéressant que MBS et MBZ, tous les deux, doivent lécher les bottes de Trump. Mais en invitant Zelensky, les Russes observent leurs actions, et il est évident que ça ne va pas plaire à Moscou. Mais tu sais, Nima, l'Iran a beaucoup toléré. Je veux dire, mettons de côté la propagande occidentale. Le modèle de propagande occidentale s'effondre, et les gens commencent à voir clair. Depuis 47 ans, l'Iran a été antagonisé. On le qualifiait de mal, tandis que l'Occident était le bien. Maintenant, les gens se réveillent. Ils voient que le seul pays qui s'oppose au génocide à Gaza, c'est l'Iran et ses alliés de l'axe de la résistance, comme le Yémen et les organisations qui luttent. Et l'Occident, comme tout le reste du monde, soutient soit le génocide, soit il reste indifférent. Donc il ne peut pas être vrai que les Iraniens soient les méchants. Les méchants seraient ceux qui s'opposent au génocide, et les gentils ceux qui le soutiennent. Le modèle de propagande s'effondre. Depuis 47 ans, l'Iran n'a jamais été une force d'agression, contrairement à ce que les États-Unis affirmaient. Ces dictatures familiales du Golfe Persique ont financé l'agression de Saddam Hussein contre l'Iran, une agression encouragée par l'Occident. Elles lui ont donné des centaines de milliards de dollars. Après la fin de la guerre, l'Iran leur a pardonné. Puis elles ont commencé à soutenir l'État islamique et Al-Qaïda en Syrie. Nous voyons maintenant qu'ils sont engagés dans une guerre contre l'Iran et qu'ils ont également participé à la guerre de 12 jours. Leurs installations radars et les bases américaines ont toutes été utilisées contre l'Iran, de la Syrie et de la Turquie jusqu'au Golfe Persique. Les capacités radars des États-Unis étaient toutes mobilisées contre l'Iran. Et bien sûr, cette guerre montre qu'ils sont les agresseurs. Personne ne les croit une seconde lorsqu'ils prétendent être neutres. Ils ne font qu'insulter l'intelligence de tout le monde. Le statut du Golfe Persique changera après cela. Assez, c'est assez. L'Iran contrôlera le détroit d'Ormuz, et grâce à ce contrôle, il obtiendra ses réparations. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Alors l'Iran voit les dégâts qui se produisent en ce moment et il est d'une certaine manière compensé par la gestion du détroit d'Ormuz. Oui, je pense qu'il est clair que les Iraniens continueront de contrôler le détroit d'Ormuz. Ils exigeront probablement des frais. D'après ce que je comprends, des frais pour chaque navire qui passe. Pourquoi? Parce que cette richesse en pétrole et en gaz quittant la région du Golfe Persique, ou les navires entrant dans la région du Golfe Persique, vont vers des pays qui ont fait la guerre à l'Iran, qui ont tué des Iraniens, qui sont complices de meurtres, de morts et de destruction. Ils devront donc payer pour cela. Il n'y a aucune raison pour eux de se plaindre, et l'Iran veillera à recevoir des réparations complètes. La direction iranienne, professeur Mann, ce n'est pas seulement à cause de la guerre qui se déroule en ce moment. Nous avions déjà ces États arabes qui aidaient l'Irak pendant la guerre Iran-Irak. Et la même chose se reproduit aujourd'hui. Avant, l'Irak était l'otage de Saddam Hussein. Donc il soutenait Saddam, pas l'Irak. C'est ainsi que je le vois. Je comprends pourquoi tu le dis, mais je parle toujours de Saddam, car le peuple irakien, comme on le voit maintenant, les Américains ont sans le vouloir libéré la puissance du peuple irakien. Maintenant, ils se battent pour leur indépendance.
L'un des premiers succès de cette guerre génocidaire contre l'Iran et l'axe de la résistance, c'est que le peuple irakien se libère enfin de l'occupation des États-Unis et de l'OTAN. Comment cela va-t-il fonctionner pour, vous savez, Bahreïn ou le Koweït? Pensez-vous que nous allons assister à une sorte de soulèvement dans ces pays? Je pense que le cas de Bahreïn est vraiment risqué pour le gouvernement, pour ceux qui essaient de conserver le pouvoir. Mais nous savons ce qui se passe, ce qui bouillonne à Bahreïn. Eh bien, nous savons que le Koweït pourrait être pris par la résistance irakienne en quelques heures. Et si cette guerre continue, surtout s'il y a une escalade et que les infrastructures pétrolières et gazières de ces pays sont détruites, ainsi que les centrales électriques, ces pays vont s'effondrer. Ces dictatures familiales seront balayées. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux sont déjà partis, ou du moins plusieurs membres de leur famille. Ils possèdent de nombreux palais et des dizaines de milliards de dollars volés en Occident, donc ils s'en sortiront. Mais si ces régimes s'effondrent et que le peuple prend le pouvoir, c'est tout à fait possible. S'ils survivent, ils devront affronter une nouvelle réalité. Ils ne peuvent plus traiter leur peuple en toute impunité et ils ne peuvent plus permettre que leur territoire soit utilisé pour tuer d'autres personnes. Cette ère est terminée. Cette ère est révolue. Ainsi, l'arrogance de Mohammed Ben Zayed. Et regardez, quand on observe le monde arabe se réjouit de voir les biens de ces dictatures être frappés, car tout le monde le sait. Les peuples du monde arabe ont le cœur avec le peuple palestinien. Leur cœur est avec la résistance. Leur cœur est avec l'axe de la résistance. On peut le voir dans les commentaires en ligne. Si vous regardez les chaînes YouTube de nombreux nouveaux médias arabes qui appartiennent en réalité à des mandataires occidentaux, vous verrez les commentaires. Tu vois ce que les gens disent en ligne. Ces dictatures ne représentent pas le peuple arabe. Elles représentent la classe Epstein. Elles sont les proxys de cette classe qui domine l'Occident. Et ironiquement, certains de leurs noms figurent en fait dans les documents. Donc, littéralement, ils font partie de la classe Epstein, ou lui sont loyaux. Si ces régimes veulent rester des dictatures familiales, ils vont devoir commencer à se comporter comme des pays normaux. S'ils sont renversés, alors je pense que tu sais, les peuples libres de ces pays prendront le relais. L'Iran leur sera évidemment très favorable. Les Émirats arabes unis parlent de coopérer avec les États-Unis pour capturer 3 îles du Golfe Persique qu'ils revendiquent comme les leurs. Mais comment voyez-vous cela se produire? Parce que les États-Unis n'ont même pas été capables de défendre leurs propres bases dans ces pays. Ils y disposent de nombreuses armes et de forces, mais ils en ont retiré la plupart avant le début de la guerre. Et maintenant, ils parlent d'envahir ces petites îles du Golfe Persique, comme s'ils allaient en tirer un quelconque avantage stratégique. Selon vous, que se passe-t-il dans cette direction? Est-ce que cela va vraiment se produire? Ou cela profiterait-il même aux États-Unis dans la guerre? Les États-Unis mèneront soit une opération contre les îles, soit contre le littoral iranien, ou bien ils pourraient effectuer des opérations spéciales à l'intérieur de l'Iran en utilisant des hélicoptères et des avions, ce soir ou dans les jours à venir. C'est tout à fait plausible, non? Ils pourraient s'emparer d'un territoire ici ou là, mais ils auront des ennuis et l'Iran réagira. L'Iran a déjà déclaré qu'un pays est fortement impliqué dans l'attaque imminente contre lui. Ils n'ont pas nommé ce pays, mais beaucoup disent qu'il s'agit des Émirats arabes unis. Et l'Iran a affirmé qu'il détruirait tout dans ce pays. Et lorsque cela arrivera, ce pays n'aura plus d'avenir. Donc, qu'une île soit occupée un certain temps, ou qu'un morceau de territoire soit pris par l'armée agressive, l'armée Epstein,
cela n'a pas d'importance. L'Iran vaincra les États-Unis et l'Iran punira les dictatures familiales. Cela signifie qu'il y aura moins de pétrole sur le marché, moins de gaz sur le marché, et qu'à mesure que nous avancerons, cela continuera de diminuer selon le niveau d'escalade. Les États-Unis ne peuvent pas arrêter les missiles et les drones de l'Iran. Ils sont dispersés dans tout le pays, pas seulement sur la côte. Et nous avons déjà vu que les États-Unis ont menti. Ils ont dit, vous savez, après 3 ou 4 jours, que les missiles et les drones de l'Iran étaient presque épuisés. Mais regardez les 10 ou 12 derniers jours. Il y en a eu bien plus, et bien plus précis que pendant les 3 semaines précédentes. Les capacités de l'Iran sont donc bel et bien intactes. Elles s'améliorent de plus en plus. Et si les Émirats ou quiconque d'autre continue sur cette voie, cela mènera à une destruction accrue. Ils sont bien plus vulnérables à la destruction que nous. L'Iran est une nation de 90 millions d'habitants, très instruite. Il possède une agriculture, une industrie, c'est un état de civilisation. Et comme je l'ai dit, la culture religieuse en Iran les rend résilients. Tout comme ils ont vaincu leurs ennemis jusqu'à présent, ils seront capables de se reconstruire et de se reconstruire en mieux. Après cette guerre, les États-Unis ne pourront plus jamais traiter l'Iran de cette manière. L'Iran progressera bien plus rapidement qu'auparavant. Ces régimes ont donc fait le mauvais choix. Vous savez, un choix qui les mènera à leur propre dévastation. La seule décision intelligente pour eux est la plus raisonnable. Dire aux Américains, d'accord, c'est terminé, vous n'utilisez plus notre territoire, vous devez évacuer ces bases. Vous devez vous abstenir de provoquer l'Iran depuis notre espace aérien ou notre territoire. Alors, la relation pourra évoluer dans une direction positive et la guerre prendra fin. Car sans ces pays, les États-Unis ne peuvent pas mener la guerre. Ce n'est tout simplement pas possible. Ils se sont attirés cela eux-mêmes. Ils peuvent se sauver, mais au lieu de le faire, ils s'enfoncent davantage parce qu'ils sont des mandataires insensés. Et les Américains ne se soucient pas d'eux. Quand Trump dit que tel ou tel peut l'embrasser où il veut, il n'a aucun respect pour eux. Il ne se soucie que des sionistes. Maintenant qu'il se soucie réellement d'eux ou qu'ils aient quelque chose contre lui, c'est une autre histoire. C'est un psychopathe, mais il y a des raisons à ce qu'il fait. Et ce n'est pas parce qu'il se soucie de ces dictatures familiales. Je suppose que l'Iran a mené de nombreuses études sur une éventuelle invasion terrestre, notamment en ce qui concerne les îles du Golfe Persique, près du détroit d'Ormuz, car certaines personnes parlent de l'île de l'Arak. L'île de l'Arak est proche de Keshm, et cela me rappelle, professeur Marandi, ce qui s'est passé dans la région de Koursk en Russie. Les Ukrainiens y ont engagé leurs meilleures forces d'élite, et cette invasion s'est terminée par le massacre de toutes ces troupes ukrainiennes. Ce fut une énorme défaite pour l'Ukraine au final, car elle y avait envoyé ses meilleures forces terrestres qui ont été anéanties par les Russes. Pensez-vous que la même chose pourrait se produire ici? Parce qu'on ne peut pas vraiment éviter l'invasion, mais la question est de savoir s'ils pourront la soutenir. Pourront-ils tenir le territoire, l'île? C'est la grande question que tout le monde se pose. Ils ont dit que pendant la guerre de 12 jours, ils tueraient les commandants militaires iraniens et les soi-disant dirigeants du régime et que le gouvernement s'effondrerait. Eh bien, la République islamique a remporté cette guerre. Puis, dans cette guerre, ils ont affirmé qu'elle serait terminée en quelques jours. Maintenant que les Américains ont mobilisé tout ce qu'ils avaient, ainsi que les moyens qu'ils ont offerts au régime israélien comme cadeau, ils pensaient que cela se terminerait en quelques jours. Mais après quelques jours, quand rien ne s'est produit et que l'Iran se défendait efficacement, ils ont déclaré
Nous avons détruit tous leurs missiles et leurs drones. Et regardez, les chiffres diminuent. Et maintenant, cela fait presque un mois. Et l'Iran frappe de plus en plus fort. Donc ils se sont déjà trompés dans leurs calculs. Je n'ai aucun doute qu'ils se tromperont à nouveau lorsqu'ils tenteront de conquérir du territoire. Ils vont s'enliser et à ce moment-là, les prix de l'énergie vont s'envoler. Ce ne sera pas tenable. Les Iraniens préparent cela depuis 25 ans. Ce sont des gens intelligents. C'est un pays indépendant, sans équivalent sur cette planète. Et il a déjà montré que l'Occident s'était trompé et qu'ils avaient bien préparé la guerre. Jusqu'à présent, tout se déroule comme prévu. Bien sûr, je n'ai accès à aucune information confidentielle. Yeah. It seems that we've lost Professor Marandi for... Il semble que nous ayons perdu le professeur Marandi. Voyons s'il va revenir. Laissez-moi juste, oui. J'essaie de joindre le professeur Marandi pour voir s'il est connecté. The Professor Marandi, if he's connected. Ouais, It seems that we have some sort of problem with the connection of... Il semble que nous ayons un problème avec la connexion au professeur Marandi. Internet, il ne reçoit pas mes messages. J'ai essayé de lui en envoyer un, mais oui, nous l'avons perdu. Voyons s'il va revenir. Je pense que ce qui s'est passé, et ce dont je parlais à propos de la région de Koursk, vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé. Les Ukrainiens ont attaqué la région de Koursk, pensant que ce serait l'un de leurs derniers mouvements. Oui, professeur Marandi est là. désolé Nima, c'est comme ça ici pour l'instant. Ouais, où est-ce que j'ai été interrompu? Je parlais de la région de Koursk, de ce qui s'y passe, et je la comparais à ce qui pourrait se produire si une invasion avait lieu, par exemple sur l'île de l'Arak, ainsi que de la manière dont l'Iran est prêt à y répondre. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que nous devons regarder le passé. Pendant la guerre de 12 jours, les États-Unis pensaient que l'Iran s'effondrerait, mais l'Iran a remporté cette guerre. Puis, dans cette guerre-ci, encore une fois, ils pensaient que tout serait terminé en un jour ou deux après le martyre de l'ayatollah Khamenei, essayant de semer la peur parmi les Iraniens en massacrant leurs enfants. Cela ne s'est pas produit. Et ensuite, après quelques jours, quelques jours, ils ont déclaré qu'ils détruisaient toutes les capacités souterraines et balistiques de l'Iran. Cela non plus ne s'est pas produit. Ainsi, les Iraniens savent ce qu'ils font. Et l'Iran, après presque un mois maintenant, continue de les frapper. Ils avaient planifié cela bien à l'avance. C'est un pays profondément indépendant, avec des gens très intelligents, de jeunes scientifiques sophistiqués et des individus extrêmement motivés qui ont conçu ces capacités de défense. Ils se sont donc trompés dans leurs calculs jusqu'à présent. Je suis certain que lorsqu'ils envahiront l'Iran, que ce soit par une opération héliportée en profondeur, ou par l'invasion d'une île ou d'une partie de son littoral, ils échoueront. Ce sera un bourbier. Les Iraniens s'y sont déjà préparés. Ils planifient cela depuis des décennies. Cela ne fera donc qu'aggraver la situation pour les États-Unis et cela fera grimper le prix de l'énergie en flèche bien plus qu'il ne l'est actuellement. Et cela deviendra irréversible, car lorsqu'ils détruiront les infrastructures pétrolières et gazières, cela signifiera que l'ouverture du commerce des coraux ne servira vraiment à rien. Nous aurons donc une dépression qui durera des années, et le monde en rejettera la faute sur le sionisme, Trump, et ainsi de suite. Je n'ai aucun doute que les Américains déclareront la victoire. Ils iront sur une île et diront « Nous avons fait ceci et cela ».
Vous savez, les imbéciles qui croient toujours au récit américain continueront d'être des imbéciles. Mais déjà, nous voyons qu'en résistant à cette force génocidaire, cette Epstein, comment dire, l'opération Epstein Fury, elle a échoué jusqu'à présent. Et je n'ai aucun doute qu'elle échouera également dans les semaines à venir, bien que cela ait un coût énorme pour le monde. Il sacrifie la communauté internationale pour ces monstres génocidaires. Mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Professor Marandi, the blame game is happening in the United States. Professeur Sayed Marandi, le jeu des reproches bat son plein aux États-Unis. Hier, on a appris dans les médias que J.D. Vance avait parlé avec Benjamin Netanyahou, lui disant que les informations fournies par le Mossad avant la guerre étaient inexactes ou irréalistes. Et en Israël, ils essaient de se rejeter la faute les uns sur les autres. Le Mossad accuse Benjamin Netanyahou. Mais aux États-Unis, il semble que J.D. Vance essayait de convaincre les gens que nous devions entrer dans cette guerre, car sinon, les Iraniens pourraient utiliser ces kamikazes en plus de leurs armes nucléaires. Quelque chose de vraiment étrange. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés à ce genre d'argument. Mais après tout, comment percevez-vous le ton aux États-Unis? Nous avons eu la réunion du cabinet, Donald Trump y parlait, et Steve Witkoff demandait pourquoi les États-Unis avaient décidé de repartir en guerre, répétant les mêmes phrases, les mêmes arguments issus du document qu'ils avaient tenté d'envoyer à l'Iran. Et J.D. Vance essayait de défendre Donald Trump. Quelle est votre compréhension de ces changements qui se produisent aux États-Unis, compte tenu également de la fracture au sein du mouvement MAGA? Eh bien, Vance ment évidemment. Et c'est le même mensonge à propos des menaces nucléaires et de ce genre de choses. C'est tellement ridicule que je pense que tout le monde voit bien qu'il ment. Mais quelqu'un qui connaît Vance m'a dit, quelqu'un de connu, même si je ne citerai pas son nom. Peut-être qu'à un moment donné, je le ferai, si j'obtiens sa permission. Il m'a dit un jour que Vance connaît en réalité la vérité sur beaucoup de choses, mais qu'il est trop ambitieux. Il m'a dit cela avant que Vance ne devienne vice-président. Ou peut-être que c'était tout au début, je ne suis pas tout à fait sûr. C'était il y a environ un an, donc je ne sais pas si c'était après l'élection ou avant. Mais il a dit que Vance est trop ambitieux. Donc même s'il connaît beaucoup de vérités sur l'Iran, sur la région, sur le sionisme, sur la suprématie ethnique ou sur le génocide à Gaza, il est trop ambitieux pour adopter la bonne position, car il sait qu'il n'irait nulle part en politique. Donc, quand il parle de menaces nucléaires et ainsi de suite, c'est simplement un acte de désespoir pour justifier quelque chose qui n'a absolument aucune justification et qui est totalement immoral et meurtrier. Vance et Tulsi Gabbard ne sont que deux lâches. Et la seule personne jusqu'à présent qui a un minimum de crédibilité est bien sûr Joe Kent, qui dans sa lettre de démission a essentiellement dit ce que nous savions tous déjà. Quiconque a regardé ton émission et tes différents invités au cours des 2 dernières années savait déjà tout ce qui figurait dans sa lettre de démission. Donc je pense que Trump est fini. Je veux dire, cette guerre ne se terminera pas demain. Elle va probablement empirer. Vous êtes de retour, professeur Marandi. Oh, je ne savais pas que j'étais perdu. À quel moment ai-je été coupé? Oui, tu parlais de Vance, et tu as dit que la seule personne raisonnable dans l'administration Trump était Joe Kent, qui a décidé de partir. Oui, c'est à peu près ça. Je disais simplement
que Vance et Tulsi Gabbard sont des lâches. Ils connaissent la vérité. Ce sont des lâches. Et Kent a fait preuve d'un peu d'intégrité. Et tout ce que j'ai dit après ça, je crois, c'est que toute personne qui regarde ton émission et tes différents invités depuis 2 ans savait déjà ce que Kent a écrit. Yeah. Before wrapping up, Professor Marandi, Avant de conclure, professeur Marandi, nous savons qu'ils ont essayé de diffuser quelque chose. Ils ont dit qu'il allait être le dirigeant de l'Iran, qu'il essayait de négocier en coulisses avec l'administration Trump. En ce moment, un nouvel article de Newsweek parle de Rouhani comme du candidat de Donald Trump. Comment voyez-vous la direction de l'Iran aujourd'hui? J'aimerais connaître votre compréhension de ce genre de manœuvre. Ils essaient de manipuler autant qu'ils le peuvent. Mais qu'en pensez-vous? C'est leur propre mentalité orientaliste, leur ignorance et leur arrogance. C'est ce qui les conduit toujours à se tromper dans leurs calculs. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons une constitution. Nous avons un dirigeant, l'ayatollah Saïd Mojtaba Khamenei. Nous avons un président du Parlement, le Dr Ghalibaf, qui est professeur dans mon université. Nous avons un président, un chirurgien cardiaque, bien plus instruit. Il est évident que nos dirigeants sont bien plus éduqués que les dirigeants occidentaux. Nous avons un chef du pouvoir judiciaire et nous avons un président du Conseil suprême de sécurité nationale. C'est exactement comme il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois ou 1 an. Quiconque souhaite négocier avec l'Iran sait que ce sera comme avant, le même mécanisme, et ce sera l'État qui sera impliqué. Ils ne peuvent pas manipuler les choses. Ils devront faire face aux 5 conditions déjà fixées par l'Iran. Merci beaucoup, professeur Syed Marandi, d'être avec nous aujourd'hui, comme toujours. Merci Nima, toujours un plaisir.